Salut. C'est exactement pour ça que je voulais avoir un chat noir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est absolument incroyable. Je l'ai découverte seulement le week-end dernier, mais dès que je l'ai vue, je me suis dit que je voulais absolument vous en parler et vous en faire une vidéo. En fait, je l'ai découverte au travers d'un film qui s'appelle True Story, qui est disponible sur Netflix si jamais vous avez envie de le regarder. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que cette vidéo va totalement spoiler tout ce qui se passe dans le film, puisque je vais vous raconter l'histoire vraie qui est retranscrite dans le film et qui est quand même très fidèle. Donc si jamais vous voulez regarder le film puis vous gardez une certaine surprise, ne regardez pas cette vidéo, allez d'abord regarder le film et puis revenez ensuite. Il s'agit de l'histoire de Christian Longo qui a été accusé d'avoir tué sa femme et ses 3 enfants, et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de rebondissements vraiment dignes d'un film hollywoodien. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. L'affaire commence à la fin du mois de février 2002 quand le journaliste Michael Finkel, qui travaille comme reporter au New York Times, se trouve dans une situation assez indélicate. En fait, il s'est fait attraper par ses patrons pour avoir trafiqué une histoire lors d'un reportage en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est que Michael Finkel s'est rendu là-bas, il a rencontré plein de personnes, il a vu plein de choses qu'il avait envie de mettre dans son article et il a pris la décision de créer un personnage qui s'appelait Youssouf Malé qui réunissait un petit peu tous les éléments que lui avait vus sur le terrain. Il a fait le portrait de cette personne avec son enfance, avec sa vie actuelle, avec une forme d'esclavagisme, etc. Sauf que Youssouf Malé n'existait pas, c'était un personnage qu'il a totalement créé en assemblant des rencontres avec plusieurs personnes. Donc en gros, c'est pas qu'il a complètement menti, mais c'est qu'il a inventé un personnage pour faire rentrer plein de choses dans son histoire. Son objectif à lui, évidemment, c'était de bien plus interpeller les lecteurs, que ça les touche plus s'ils avaient l'impression que c'était vécu par une seule personne plutôt que par plusieurs. Mais ça n'a évidemment pas du tout plu à sa rédaction, qui, quand elle s'est rendue compte qu'il avait trafiqué les choses, a décidé de le virer. Et au même moment, Finkel reçoit un appel d'un de ses confrères journalistes qui lui annonce qu'il y a un homme dénommé Christian Longo qui fait partie des 10 hommes les plus recherchés par le FBI parce qu'il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 3 enfants, qui vient d'être arrêté au Mexique, à Tulum, et qu'il vivait là-bas sous la fausse identité d'un certain Michael Finkel, reporter au New York Times. Je me permets de faire maintenant un petit retour de 2 mois en arrière pour vous expliquer les faits et que vous compreniez pourquoi est-ce que Christian Longo était autant recherché par le FBI. Le 19 décembre 2001, on avait retrouvé le corps d'un petit garçon dans le fleuve de la ville de Newport dans l'Oregon, et 3 jours après, on a également retrouvé le cadavre d'une petite fille, elle aussi dans l'eau, dans un endroit très très proche de là où on avait trouvé le petit garçon. Tous les deux ne sont vêtus que de leurs sous-vêtements. On découvre leur identité dans les jours qui suivent, il s'agit de Zachary Longo et de Sadie Longo, mais leur père, leur mère et leur 3e petite sœur sont complètement introuvables. Le 27 décembre, on annonce que 2 valises contenant les corps de Madison et de Mary Jane ont été repêchées dans la baie, près du dock à côté duquel la famille Longo louait un appartement. Les autopsies vont révéler que les victimes sont mortes d'asphyxie, mais on remarque cependant les preuves d'un traumatisme contondant sur le visage de Mary Jane. Et en plus, tous les légistes ne sont pas forcément d'accord sur les causes de la mort de Zach et de Sadie, donc les 2 premiers enfants qui ont été retrouvés, parce que certains pensent qu'ils sont bien morts d'asphyxie, donc d'étouffement, et d'autres pensent qu'ils sont morts noyés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils étaient vivants ou pas au moment où ils ont été jetés à l'eau ? Comme le père est lui toujours porté disparu, il devient le principal suspect dans cette affaire de meurtre et il entre dans la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI.
Au début de l'année 2002, on retrouve enfin sa trace au Mexique. On sait qu'il a atterri à Cancun et qu'il est ensuite parti à Tulum, où donc il se fait passer pour le fameux Michael Finkel, le journaliste du New York Times, et où il a rencontré tout un tas de voyageurs. On sait que par exemple il s'est lié d'amitié avec des Anglais, ils ont fait des visites de ruines ensemble, ils ont fait la fête ensemble, et puis ensuite il a rencontré aussi une jeune photographe allemande qui s'appelait Janina Frank, avec qui il a eu comme un flirt ou une sorte de brève liaison. Il sera finalement reconnu par un touriste américain et arrêté par le FBI en ce début de l'année 2002. Piqué dans sa curiosité, Michael Finkel, le vrai cette fois, décide le 6 mars de contacter Longo en lui envoyant une lettre à sa maison d'arrêt dans le comté de Lincoln. Un mois plus tard, le 9 avril, il reçoit un appel de l'établissement. C'était Christian Longo qui avait décidé de prendre contact avec le journaliste. À la suite de ça, pendant à peu près un an, Finkel et Longo vont avoir beaucoup d'échanges, c'est-à-dire qu'ils s'envoient des lettres, ils se téléphonent régulièrement, et puis Michael Finkel va rendre visite à Christian Longo plusieurs fois en prison. De cette relation-là va commencer à naître, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, pas vraiment une amitié, mais en tout cas une proximité entre les deux. Faut savoir que les deux étaient plutôt fascinés l'un par l'autre et ouais, au final on peut dire qu'ils sont presque devenus amis. Christian Longo explique à Michael Finkel pourquoi est-ce qu'il a choisi son identité. C'est pas du tout un hasard, hein, c'est pas un nom qu'il a pris comme ça parce qu'il l'a vu traîner sur la couverture d'un magazine. Il l'a vraiment choisi parce que c'est quelqu'un qui était fan de lui. Il avait lu tous ses articles, il suivait sa carrière depuis longtemps, il appréciait vraiment son style d'écriture et du coup il s'était dit que c'était à lui qu'il voulait se confier sur sa version à lui de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, Christian se confie vraiment beaucoup à Michael, il lui raconte énormément de choses, il lui parle jamais de la nuit des meurtres, de ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Par contre, il va vraiment tout lui expliquer depuis son enfance, lui raconter toute sa vie. Donc il lui parle de son enfance dans le Michigan, dans un environnement religieux vraiment très strict, puisque ses parents étaient des témoins de Jéhovah. Il lui parle aussi de l'homme qu'il a élevé, qui était son beau-père, mais surtout de son père biologique, qui était un homme extrêmement violent et alcoolique, qui frappait sa mère. Il y a même des choses vraiment horribles parce que cet homme-là, il était, comme je l'ai dit, violent et quand la mère de Christian était enceinte de lui, il l'a frappée avec une chaîne de vélo pour essayer de lui faire une fausse couche. Et Christian a un tout petit peu été avec lui quand il était vraiment petit. Il a aussi subi des maltraitances de la part de cet homme. Donc vraiment il a eu une enfance, les premiers mois ou la première année étaient vraiment très compliqués pour lui. Il lui raconte aussi sa rencontre avec Mary Jane sur le parking de l'église et puis leur mariage alors que lui n'avait que 19 ans et elle 26, la naissance de leurs enfants, l'amour pour ses enfants. Puis aussi il lui parle de ses problèmes d'argent parce que ça c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué l'histoire de vie de Christian Longo. Faut savoir que depuis toujours en fait Christian a eu des problèmes d'argent depuis sa rencontre avec Mary Jane. Ça a déjà été un vrai problème qu'il rencontrait. Quand il a voulu demander Mary Jane en mariage, il a acheté une bague, il voulait lui prendre une vraie belle bague avec un diamant et il s'est endetté pour lui acheter ça. Et comme en fait du coup il avait plus assez d'argent pour payer son loyer, il avait volé du matériel dans la boutique de photos dans laquelle il travaillait, donc j'imagine qu'il avait volé peut-être des appareils photos ou des choses comme ça. Et il nous raconte, Christian raconte à Michael que dès le lendemain il avait tellement de culpabilité par rapport à ce vol qu'il laisse sur la caisse un chèque du montant des à peu près 100$ qu'il avait volé et puis sa lettre de démission. Mais cet événement-là va quand même avoir des répercussions sur sa vie parce que quand les membres de la congrégation des témoins de Jéhovah apprennent ce qu'il a fait, ils décident de le sanctionner et à cause de ça, Christian n'aura pas le droit d'épouser Mary Jane dans le Kingdom Hall. J'ai cherché comment traduire ça, je sais pas comment on traduit ça en fait, c'est le nom que les témoins de Jéhovah utilisent pour leur lieu de culte. Donc si pour transposer un peu, nous on dirait l'église, mais eux ils n'utilisent pas le terme d'église, c'est le Kingdom Hall et donc il a été interdit de mariage là-dedans.
Et d'ailleurs, il a totalement retenu sa leçon à propos de ça. Il a dit: j'étais déterminé à ne plus jamais franchir la ligne. Pas seulement pour quelque chose en termes d'illégalité, mais aussi d'immoralité ou de douteux. Mais malheureusement, Christian n'arrivera jamais à remettre les économies du couple à flot, surtout avec l'arrivée successive de ses 3 enfants. Donc il y a eu d'abord Zachary, puis ensuite Sadie et Madison. Ça devait être une grosse charge financière, et comme il était déjà endetté, il n'a jamais réussi à remonter cette pente. Et pour réchapper à toutes ces personnes à qui il devait de l'argent, la famille Longo n'a pas arrêté de déménager et redéménager et déménager sans cesse. Il louait à chaque fois à crédit. Christian s'est mis à imprimer des faux chèques qu'il encaissait pour essayer de faire semblant d'avoir de l'argent. Il n'arrêtait pas d'ouvrir des comptes dans des nouvelles banques pour obtenir des cartes de crédit. Ils utilisaient des voitures volées. Enfin, vraiment, c'était absolument énorme. Enfin, ça devait être tellement fatigant pour eux. Et selon Christian, Mary Jane n'était pas au courant de tout ça. Il arrivait à faire ça dans son dos. Honnêtement, c'est quelque chose dont je doute, parce que je vois pas trop comment est-ce qu'ils pouvaient lui expliquer que tout le temps ils étaient sans arrêt en train de prendre 1 mois de loyer par-ci puis déménager dans une autre ville. Je pense que forcément elle a dû se rendre compte qu'ils arrêtaient pas de changer d'appartement et de voiture, et que ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, mais bref. Et puis lui, il dit que vraiment il a fait tout ça et s'est battu à ce point-là pour essayer de subvenir à sa famille et de leur fournir un certain confort. Christian répète plusieurs fois à Michael Finkel qu'il n'a pas tué sa famille, mais qu'il ne peut pas lui expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'est pas encore prêt, parce que la vérité est vraiment trop insoutenable, et donc il n'est pas capable d'en parler. Au fil du temps, Longo accepte que Michael Finkel utilise toutes les notes qu'il a prises pour faire un article sur son cas. Et puis ce projet d'article va carrément se transformer en projet de livre, tellement il y avait de données à raconter, qui s'appelle True Story. Et tout ce qu'il lui demande en fait, c'est que ce livre soit publié après le procès. Quant à Michael Finkel, de son côté, plus il avance dans l'écriture de son livre et plus finalement il est complètement perdu. Il est perplexe quant à la question de la culpabilité de Christian Longo. Il ne sait vraiment plus quoi penser, car comme je vous l'ai dit, ils commencent à vraiment bien se connaître, ils deviennent presque des amis. Et ça devient vraiment difficile pour lui d'arriver à savoir comment est-ce qu'il doit se positionner. En plus de ça, faut quand même le souligner, Christian n'a absolument pas le profil du tueur comme on se l'imagine. C'est un homme qui est vraiment extrêmement poli, extrêmement gentil. D'ailleurs, Finkel le décrit en disant: il était plutôt beau mais sans ostentation, une beauté athlétique et studentine, et il parvenait à dégager une impression de confiance en soi malgré son uniforme de prisonnier. Le journaliste, de son côté, avoue avoir un petit peu profité de la situation, parce que, faut bien dire ce qui est, lui, il venait quand même de se faire virer de son job de rêve, le job absolument incroyable, je pense. Travailler au New York Times pour un reporter, c'est la consécration. Il venait de se faire virer de ça, et au même moment, il y a cette histoire-là qui lui est un peu tombée dessus. Donc ça a été une véritable opportunité pour lui qu'il a bien évidemment saisie. Et comme je dis, du coup il a un peu profité de la situation, parce que Christian Longo ne voulait parler que à lui. Donc il était le seul journaliste à pouvoir échanger avec. Donc il avait une sorte d'exclusivité sur toutes les informations qu'il pouvait récolter. Et puis, voilà, Finkel venait de se faire virer, il était en plein passage à vide. Il avait dû retourner dans sa maison complètement paumé au fin fond du Montana. Il était, je pense, peut-être dans un passage pas très bon pour lui, peut-être une sorte de petite dépression, parce qu'il voulait absolument voir personne, il voulait voir ni ses proches, ni ses amis, quoi, une caisse. Et lui-même l'a dit d'ailleurs: Longo était la seule personne de ma vie à qui je me sentais moralement supérieure. Le procès s'ouvre finalement en mars 2003 et il va durer 4 semaines. Au tout début du procès, il y a quelque chose de vraiment étrange qui va complètement surprendre tout le monde. Pour le meurtre de son fils Zachary, 4 ans, Christian Longo plaide non coupable. Pour le meurtre de sa fille Sadie, 3 ans, Christian Longo plaide non coupable. Pour le meurtre de sa femme, Mary Jane, Christian Longo plaide coupable. Pour le meurtre de sa fille Madison, 2 ans, Christian Longo plaide coupable. Cette nouvelle-là, je pense qu'elle laisse absolument tout le monde complètement sur le cul. Personne ne comprend où veut en venir Christian Longo.
Je vais vous expliquer un petit peu tout le déroulé du procès, en commençant par quels étaient les arguments de l'accusation pour en arriver à la version donnée par Christian Longo dans sa défense. L'accusation a décrit Christian Longo comme un tueur impitoyable qui a décidé de se débarrasser de sa femme et de ses enfants parce qu'il l'empêchait de vivre le train de vie qu'il souhaitait. Parce que c'est vrai que Christian Longo aimait beaucoup les belles choses, les belles voitures, les vêtements de marque, le bon vin, etc. Et donc selon eux, il se serait débarrassé d'eux parce qu'ils étaient une charge financière beaucoup trop importante pour lui. L'accusation avance même que Christian prévoyait probablement de tuer sa famille depuis déjà des mois parce que dans l'historique de son ordinateur, on voit qu'il a fait des recherches et qu'il est allé sur un site internet de tueurs à gages et puis aussi qu'il s'est renseigné sur comment changer d'identité. En témoin, ils vont présenter la famille de Mary Jane qui accuse Christian d'avoir absolument tout fait pour l'éloigner le plus possible de tous ses proches avec tous ces espèces de déménagements successifs et aussi de s'être débarrassé de plein d'affaires qui appartenaient à Mary Jane et à ses enfants dans les mois qui ont précédé les meurtres, comme s'il prévoyait déjà de les tuer. Un homme dénommé Dick Hoche qui dit avoir vu Longo sur le pont Linteslow tôt le matin du 17 décembre 2001 et ils en déduisent que c'est probablement de là qu'il a jeté les corps de Sadie et de Zachary dans le fleuve. Des voisins de l'appartement des Longo qui étaient allés se plaindre le lendemain des meurtres qu'ils avaient entendu des bruits très étranges pendant la nuit comme si quelqu'un était en train de traîner des choses lourdes. Et enfin, un des premiers agents qui a interrogé Christian Longo et qui rapporte que ce dernier a absolument refusé de parler de la mort de sa famille mais qu'il lui aurait déclaré « Je les ai envoyés dans un meilleur endroit ». La défense de Christian, elle, va argumenter que la famille Longo était encore en vie le 17 décembre 2001 et qu'elle a même rendu visite à Christian pendant qu'il travaillait à son job au Starbucks Café. Malheureusement, c'est quelque chose qui est absolument impossible à prouver parce que les bandes d'enregistrement vidéo du Starbucks en question n'ont pas été demandées à temps. Et du coup, elles avaient déjà été effacées et réenregistrées par-dessus, donc impossible de savoir si effectivement ils sont bien venus le 17 décembre ou pas. Toujours selon la défense, le fait que les corps de Mary Jane et Madison ont été placés dans une valise et trouvés à un autre endroit du fleuve que ceux de Zach et Sadie qui, eux, ont été jetés à l'eau comme ça, juste avec des pierres qui étaient accrochées aux chevilles pour les faire couler, ça montre bien qu'il y a eu deux modes opératoires différents et donc que les meurtres n'ont pas été commis par la même personne. Et pour ce qui est de la déclaration de l'agent, il la rejette complètement en disant que c'est pas possible que Christian ait prononcé ce genre de phrase parce que l'expression un meilleur endroit, c'est pas du tout en accord avec toute son éducation de témoin de Jéhovah, donc ça ressemble pas du tout à quelque chose qu'il aurait pu dire. Le seul témoin de la défense, ça va être Christian Longo lui-même qui est appelé à la barre. Et arrivé là, il va donner sa version des faits à lui, qui va vraiment complètement stupéfaire tout le monde. Donc je vais vous raconter ce qu'il a dit. Christian explique que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il se disputait très violemment avec Mary Jane parce que cette dernière avait découvert tout ce qui se passait au niveau de l'endettement, des voitures volées, etc. Donc que c'était vraiment très très conflictuel au sein du couple. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, Christian dit qu'il a dormi seulement quelques heures sur le canapé suite à ces nombreuses disputes. Et que quand il s'est levé le matin avant de partir au travail, il est allé voir dans sa chambre et sa femme était dans le lit, elle était pas bien, et il a vu qu'elle avait vomi par terre. Donc il est allé la voir et puis il a commencé à lui parler, à lui proposer en fait de téléphoner au travail et de dire qu'il était malade pour pouvoir rester à la maison, pour pouvoir s'occuper des enfants, peut-être passer du temps avec elle ou qu'elle puisse prendre du temps pour elle pour se soigner si elle avait besoin. Mais là, Mary Jane se serait réénervée à nouveau et elle lui aurait dit que vu qu'ils étaient vraiment trop endettés, c'était juste pas possible qu'ils se fassent encore porter pâle pour une journée, qu'ils avaient besoin de cet argent et qu'il fallait qu'il aille au travail. Ce serait donc elle qui l'aurait pris en voiture et qui l'aurait déposé au travail et qui était censée revenir le chercher le soir. Donc là, la journée se passe, Christian travaille et puis le soir, quand elle revient le chercher, il monte dans la voiture et puis il voit sa femme qui est juste habillée d'un peignoir et elle est toute seule, il n'y a pas les enfants à l'arrière de la voiture. Donc là, il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre, il commence à lui poser des questions, mais elle roule, elle rentre à la maison et elle est complètement mutique, elle ne répond absolument à aucune de ses questions.
Et quand il arrive à la maison, donc elle est vraiment pas bien du tout, elle veut toujours pas lui parler, il est carrément obligé de la sortir de la voiture et de la porter à l'intérieur de la maison. Il la pose et puis il fait le tour de la maison pour trouver où sont ses enfants. Il trouve aucune trace de Zach ni de Sadie, et quand il entre dans la chambre de sa fille, de la petite Madison, il la trouve décédée dans son lit tout entortillée dans les draps. Là, Christian est complètement paniqué, il retourne à sa femme, il la prend, il la secoue, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés ses 2 autres enfants, et ce à quoi elle va lui répondre que ses enfants sont dans l'eau, et c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui nous as tués. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que Christian Longo aurait complètement perdu le contrôle et qu'il aurait attrapé sa femme à la gorge et qu'il l'aurait étranglée en serrant vraiment toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. C'est alors à ce moment-là qu'il aurait eu l'idée de mettre les corps de sa fille et de sa femme dans des valises pour pouvoir s'en débarrasser. Et en allant chercher le corps de la petite Maddie, il se serait rendu compte que malgré le fait qu'elle était vraiment pas en bon état du tout, apparemment toute bleue voire noire, elle continuait encore à respirer. Et il dit qu'à ce moment-là, il n'a pas vraiment réfléchi, hein, même si elle respirait, à ce stade, je la considérais comme morte et il l'a étouffée. C'est ensuite qu'il place donc les corps dans les valises et qu'il remplit celle de Madison avec plein de vêtements pour que ce soit plus confortable, et puis il s'en débarrasse en les jetant à l'eau juste derrière leur appartement. Voilà donc la version qui a été apportée par Christian Longo. Le 7 avril 2003, après environ 4-5 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Et pour les meurtres de Zachary et de Sadie, puisque comme je vous le rappelle, hein, Christian avait plaidé coupable pour le meurtre de Madison et de Mary Jane, donc il était même plus jugé pour ça en fait. Donc pour Zachary et Sadie, il a été reconnu coupable de leur meurtre. Le jury n'a absolument pas cru à son histoire, ils ont d'ailleurs été très choqués. Il y a un des membres qui a même dit que avec les preuves matérielles qu'il y avait, il n'était pas vraiment convaincu de la culpabilité de Christian Longo, mais quand il l'a entendu raconter cette histoire, là par contre il s'est totalement fait son avis sur le fait que c'était bien lui le meurtrier. Restait ensuite à décider si pour ces actes-là, Christian Longo allait être condamné à la perpétuité ou bien à la peine de mort. L'accusation de son côté a bien évidemment plaidé pour la peine de mort, en décrivant Longo comme un homme extrêmement dangereux, qui était manipulateur, et que ce serait vraiment prendre trop de risques que de le laisser en prison avec d'autres détenus. Donc il fallait mieux le mettre à l'écart dans le couloir de la mort, et pour ça ils se sont notamment appuyés sur son comportement depuis qu'il était incarcéré, en disant qu'il avait notamment envoyé plein de lettres à d'autres détenus, dont des femmes, et que du coup c'était vraiment malsain. Et puis aussi qu'il avait fait un trou dans sa fenêtre dans sa cellule. La défense de son côté, elle a avancé le fait que Christian Longo n'avait pas d'antécédents de violence à part les meurtres pour lesquels il était reconnu coupable. Et Christian a refusé de plaider sa cause pour sa vie, mais son avocat lui s'en est occupé et il a notamment dit « Personne n'a publié d'études qui dit que la peine de mort dissuade les criminels. Et la justice de type œil pour œil n'est pas une bonne forme de justice. » Finalement, le 16 avril 2003, après à peu près 6 heures de délibération, le jury a condamné Christian Longo à la peine de mort pour le meurtre de sa femme et de ses 3 enfants. Après cette sentence, Michael Finkel et Christian Longo ne se sont plus trop parlé pendant un certain temps. Finkel s'était rendu compte au moment du procès qu'il avait été manipulé par Longo, et Longo lui n'a pas trop apprécié le ton qui était utilisé dans le bouquin True Story, donc je pense qu'il y a eu quelques distances qui ont été prises, mais apparemment maintenant ils se reparlent de temps en temps. Ils ont toujours des échanges, en fait, ils s'envoient des lettres, etc. Parce que du coup, aujourd'hui en 2019, Christian Longo est toujours en vie. Il est dans le couloir de la mort, il attend son exécution qui n'a pas encore eu lieu. Il me semble avoir vu que dans son état, il n'y a pas beaucoup d'exécutions qui sont faites, donc ça prend vraiment énormément de temps. Plusieurs années après sa condamnation, Christian Longo a reconnu ses meurtres dans une lettre dont je vais vous lire quelques extraits. Je me suis levée à la barre et j'ai essentiellement blâmé ma femme pour tout. J'étais toujours coincée dans une phase où je ne pouvais pas m'imaginer capable de faire ce dont j'étais accusée.
Ensuite, un peu en dessous, il dit qu'il a vu un psychologue et qu'il a fini par étudier et accepter ce que le psy lui avait dit, à savoir qu'il avait un trouble de la personnalité narcissique compensatoire, essentiellement égocentrique, lié à un sens de soi endommagé. En gros, ça signifie qu'il avait un espèce de narcissisme surdimensionné pour justement masquer le fait qu'il avait des problèmes de confiance en lui et d'estime de lui. Donc je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est comme si vous voulez, comme quelqu'un qui a une faille au niveau de son psychisme, et bien du coup il y a un truc qui va aller se greffer dessus et au contraire exagérer les traits à l'inverse pour faire comme si il était très confiant, très sûr de lui et tout allait bien, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Quand je me laisse aller à penser à ce que j'ai fait, je peux à peine agir. Je suis passée par des périodes où il me fallait chaque once de motivation pour réussir à me lever et aller aux toilettes à 2 mètres de moi. Je devais me forcer à manger et à me brosser les dents, et je ne pense pas que c'était plus une dépression que le choc. Bien sûr, j'aimerais pouvoir revenir au moment précédent, pour être honnête et exprimer mon échec ou prendre le téléphone pour demander de l'aide, ou être un homme. Mais je ne peux pas. Donc je fais ce que j'ai fait à la place et j'essaye d'éviter de trop y penser, parce que les pensées sont horribles. Je rêve plusieurs fois par semaine de mes filles. Elles sont généralement heureuses et jouent, et c'est agréable. Mais mon esprit, même dans le rêve, connaît la réalité. Et il passe toujours à une image de mon fils qui me hante pendant le reste de cet état de rêve. Parfois je me rendors, souvent non. Et à moins que je ne sois distrait assez rapidement, l'image reste collée et je suis hantée tout le long de la journée jusqu'à ce qu'elle s'efface. Je rêve rarement de ma femme et je ne sais pas ce que cela signifie. Je pense que cela vient d'un détachement d'elle bien avant la fin. Je sais que ça me fait passer pour un insensible, mais je suis honnête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de part d'honnêteté dans toutes ces paroles-là, bien que Christian Longo ait clairement pas l'air rongé par la culpabilité dans ce qu'il dit. On sent que... Enfin, moi j'ai l'impression que c'est peut-être sa manière à lui de gérer, entre guillemets, de tenir le coup de ce qu'il a fait et de pas complètement craquer psychologiquement. Mais j'ai quand même des doutes parce que bon bah Christian Longo est quand même vraiment un sacré manipulateur, un vrai menteur pathologique. Et donc voilà, je sais pas exactement quoi en penser. Peut-être qu'en fait il est encore en train de tous nous manipuler en disant ça. J'ai envie de croire que peut-être qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, mais ça n'engage que moi. Pour vous donner un petit peu mon point de vue sur Christian Longo et sur sa psychologie, bon, on n'en connaît pas énormément finalement, comme je vous l'ai dit, des psys l'ont vu et lui ont diagnostiqué un espèce de narcissisme complètement surdimensionné, ça se voit très clairement ça. Après moi ça m'a fait penser en fait à des cas d'hommes qui sont mythomanes, qui se sont enfoncés dans le mensonge, tellement profondément, qui se sont endettés, que après ils savent plus comment faire face, notamment par rapport à leurs proches, et ils ont peur de les décevoir. Ça m'a vraiment rappelé l'histoire de Jean-Claude Roman ou même de Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même genre de profil psychologique, c'est-à-dire des hommes qui sont très orgueilleux et qui tentent à tout prix de garder la face, de se donner un statut de quelqu'un qui tient bon, qui est fort, qui rapporte de l'argent, qui est dans des projets, aux yeux de tout le monde, qui ment à tout le monde, que ce soit aux inconnus, aux collègues ou même à sa famille très proche, et qui, le jour où il se retrouve complètement acculé face à tous ces mensonges, complètement criblé de dettes, eh bien préfère faire le choix de tuer tout le monde, de tuer tous ses proches, plutôt que d'affronter l'humiliation de devoir reconnaître qu'ils ont été en échec. Et puis il y a une dernière chose qui est quand même très particulière dont je voulais vous parler à propos de Christian Longo. Je sais pas si vous avez vu le film Cette vie avec Will Smith. Moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai regardé je sais pas combien de fois et il me fait pleurer autant à chaque fois, il est juste magnifique ce film. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle et que là vous êtes en train de vous dire que vous avez potentiellement envie de regarder le film, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite et revenez une fois que vous l'avez vu parce que je vais complètement le spoiler et ce serait vraiment dommage en fait de ne pas avoir cette surprise. Si jamais vous l'avez déjà vu ou que vous en fichez et que vous ne savez que vous ne regarderez pas, vous pouvez continuer à m'écouter.
Et donc Longo a vu cette vie et ça lui a donné l'idée de faire la même chose que Will Smith dans le film, c'est-à-dire de faire des dons de ses organes à des personnes qu'il aurait sélectionnées parce qu'il considérait qu'elles le méritent. Lui, il dit qu'il est conscient que ça a un petit côté égo surdimensionné et complexe de Dieu, mais que c'est pas pour ça qu'il veut le faire. Ça me fait un peu rire parce que ça, c'est typiquement le genre de phrase en psychologie qui veut justement dire tout l'inverse. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça arrive que parfois les patients disent des choses et cette phrase-là, il faut comprendre en fait tout l'inverse. Genre, ah bah moi j'ai absolument rien à cacher. Ou bien, ah bah non, non, moi j'ai absolument aucun remords. C'est le genre de phrase, je vous assure, ça paraît un peu bateau comme ça et ça fait un peu psychologie de comptoir, mais ça m'est arrivé des tonnes de fois avec des patients que quand on vous dit ça, en fait c'est tout l'inverse. Vous savez, c'est un petit peu ce genre de phrase qu'on utilise, je pense, tous, au moins une fois dans sa vie, qui est complètement défensive et qui nous sert à mettre un écran devant soi avec son interlocuteur pour bien masquer la misère. C'est ce genre de choses, bah là je pense que c'est complètement ça. Bref, pour en revenir à Longo, donc lui son objectif c'est qu'une fois qu'il sera exécuté, il puisse donner ses organes et en fait il a même décidé d'essayer de monter un programme pour que les détenus et surtout les condamnés à mort puissent donner leurs organes et il est d'ailleurs en train d'écrire ou alors il a fini d'écrire, je sais pas de quand date l'article que j'ai trouvé, mais bref il est en train d'écrire un bouquin là-dessus ou il l'a publié, je sais pas, mais ça n'a pas été, ça a été refusé en fait, personne n'accepte actuellement que ce soit Christian Longo ou un autre condamné à mort puisse faire don de ses organes. Et le comble, c'est que le journaliste Michael Finkel n'a plus jamais retravaillé pour le New York Times après s'en être fait virer, mais par contre Christian Longo, lui, a écrit des articles pour ce journal-là, et notamment un article sur sa volonté de donner ses organes qu'il a intitulé « Donner la vie après le couloir de la mort », où il explique donc tout ce que je vous ai dit, hein, sa volonté de faire don de ses organes. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sachez qu'il faut s'inscrire, il faut mettre son adresse mail pour pouvoir le lire. Donc moi j'ai fait des captures d'écran de l'article et puis je les posterai sur le groupe Facebook si jamais vous avez envie de le lire. C'est pas méga intéressant, enfin en gros je vous résume déjà ce qu'il est dit, mais dans cet article-là, il plaide vraiment sa volonté et son droit de disposer de ses organes comme il l'entend après sa mort. Et je pense que potentiellement, il veut se racheter avec ce don d'organes. En sauvant des vies, peut-être que ça aide à soulager sa conscience par rapport à ce qu'il a fait. Le problème, c'est que je trouve que ça pose des énormes questions d'un point de vue éthique. Parce que déjà je trouve que c'est assez malsain cette espèce de volonté de choisir à qui est-ce qu'on va donner ses organes. Je sais pas du tout comment ça se passe aux États-Unis, quelles sont les législations à ce niveau-là. En tout cas en France c'est complètement anonyme, c'est-à-dire qu'une personne qui reçoit un don d'organes ne sait absolument pas à qui il appartenait et ça me semble beaucoup plus sain que de savoir, ou enfin je sais pas, je trouve ça vraiment trop étrange. Et puis bon, le don d'organes c'est quelque chose de merveilleux, hein, ça permet de sauver des vies bien évidemment, mais est-ce qu'on est prêt à accepter les organes de personnes criminelles qui ont été condamnées à mort, donc qui potentiellement ont quand même fait des crimes très très graves, que ce soit des viols, des meurtres, des choses comme ça? Je sais pas du tout ce que vous en pensez vous, moi franchement je suis pas certaine quoi, parce que si vous voulez, quand quelqu'un reçoit un organe, comme je vous le disais, en tout cas en France, elle sait pas de qui ça vient. Donc soit, si ça se trouve, en fait, la personne qui est morte, c'était pas un enfant de cœur, et elle avait peut-être déjà commis des crimes ou des choses comme ça. Mais au moins on le sait pas, personne ne le sait. Enfin, voilà, c'est comme ça. Là, de savoir que vraiment on va prendre les organes de quelqu'un qui a fait des choses comme Christian Longo, qui a tué sa femme et ses enfants, pour les mettre dans quelqu'un d'autre, je trouve que enfin, vraiment c'est quand même assez gênant. Je sais pas si vous trouvez, vous pensez comme moi, vous avez la même logique que moi ou pas, peut-être pas, hein, c'est tout à fait votre droit, mais je trouve qu'il y a une différence entre le fait de se dire on sait pas qui c'était, c'est peut-être quelqu'un de pas bien,
et savoir que c'est vraiment un criminel qui a fait des choses horribles, il y a une vraie marge. Puis justement, même si on le faisait de manière anonyme, même si on utilisait les organes des personnes condamnées à mort sans le dire, je veux dire, sachant que un don d'organes, enfin la transplantation se fait dans les heures qui suivent le décès de la personne, il suffirait que la personne qui a été transplantée tombe sur un article ah bah tiens, le fameux tueur en série a été exécuté cette nuit à telle heure. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai reçu un organe à cette heure-là, genre une ou 2 heures après, elle se poserait plein de questions. Enfin, je pense que ce serait juste horrible. Enfin, moi franchement, je pense que je serais pas pour. Et c'est vrai que d'un autre côté, Christian Lango explique que c'est quand même un vrai gâchis que tous les condamnés à mort qui ont peut-être des organes en très bonne santé puissent pas en faire don. Et c'est vrai que du coup, il y a des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas leur greffe à temps. Donc c'est une vraie question éthique à se poser. Et j'ai hâte de connaître vos avis là-dessus d'ailleurs. Vraiment, je sais pas trop quoi en penser. Bah écoutez, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissez déjà cette histoire, si vous aviez vu le film, si vous avez été voir le film avant ma vidéo ou si vous allez le voir après. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis si jamais vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve vendredi prochain parce que je vais prendre quelques petites vacances, donc du coup pour essayer de pas trop créer de vide, je vais dispatcher un petit peu mes vidéos et en publier plus qu'une par semaine pendant 2 ou 3 semaines. Donc voilà, moi je vous dis à vendredi prochain, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3,